En France, la campagne présidentielle sur un rythme toujours très soutenu. L'une des images du jour, c'est celle d'Emmanuel Macron et François Bayrou côte à côte à Pau. Le candidat avait auparavant fait un détour par les stations de ski. Jeff Wittenberg, Astrid Mesmorian, Mathieu Régnier. Seul au monde, ou presque. Brigitte et Emmanuel Macron sur un télésiège cet après-midi. Ça va ? Avec quelques photographes pour les attendre à l'arrivée. Ici, le candidat est un peu en pèlerinage. Enfant, il venait voir sa grand-mère dans cette région de Bigorre et il y a passé beaucoup de vacances. Mais c'est aussi un lieu symbolique. Nous sommes au col du Tourmalet, l'un des sommets mythiques du Tour de France. Il faut garder le maillot jaune quand on l'a. Voilà. Vous savez, les sondages ne sont pas des étapes du Tour de France. Il n'y en a qu'une, c'est l'arrivée finale. Et donc c'est dans 11 jours et puis en mai. Son premier équipier François Bayrou lui prête une nouvelle fois main forte aujourd'hui. Vous aurez l'occasion d'en avoir des photos, c'est pas la peine de vous battre. Bain de foule et de caméras devant l'hôtel de ville de Pau. Et ce soir, devant plusieurs milliers de personnes, nouvelle déclaration d'amour politique à Emmanuel Macron. Nous sommes rassemblés parce que nous croyons que vous serez le président de la République du renouveau de la France et de l'Europe. Même s'il est toujours le favori des sondages, Emmanuel Macron se veut aujourd'hui prudent. Il voit le resserrement et il se méfie des scénarios écrits à l'avance. Benoît Hamon, lui, cible depuis 24 heures l'électorat des banlieues. Après l'Est lyonnais, il était tout à l'heure à la Courneuve et dans le Val d'Oise et se présente comme le candidat des quartiers périphériques. Jean-Baptiste Marteau, Hélène Hugues, Guillaume Marc. Aucun doute, Benoît Hamon est parfaitement accueilli en banlieue. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Coucou, ça va? Oui, Benoît. Hier près de Lyon, cet après-midi à Villiers-le-Bel, Sarcelles et La Courneuve, là où Nicolas Sarkozy avait promis de passer le Karcher. Je suis élu de banlieue, à la différence de tout le monde, je la connais la banlieue. Donc il y a tous ceux qui ne connaissent pas et qui font un petit tour pour les campagnes présidentielles, ils n'y reviendront jamais. À chaque fois, à gauche comme à droite, il y a des gens qui instrumentalisent les quartiers. Moi, je les instrumentalise pas. Benoît Hamon détaille son projet en matière de sécurité, pacifier les relations entre la police et les habitants à travers le rétablissement de la police de proximité. Ça se passe bien ou pas? Quoi? Collège, lycée? Ça se passe bien? Quoi? Concernant l'éducation, priorité pour les établissements situés en réseau d'éducation prioritaire, où les classes seront limitées à 20 élèves. Emmanuel Macron, lui, promet 12 élèves maximum en CP-CE1. C'est un travail de longue haleine, l'éducation. Hein. Moi, j'ai jamais pensé que d'une année sur l'autre, on arrivera à tout résoudre. C'est la plus grosse priorité, je pense, ici. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de retard. Enfin, Benoît Hamon souhaite légaliser l'usage du cannabis et encadrer sa distribution afin, dit-il, d'apaiser les quartiers populaires. Voilà le Val d'Oise. Attends, et il y a quand même. Voilà le Val d'Oise. Mais comme tous les candidats, la priorité de Benoît Hamon reste l'emploi. Le taux de chômage dans les quartiers prioritaires est le double de la moyenne nationale. Et cette journée a aussi été marquée par l'irruption dans la campagne de François Hollande. Le président de la République, qui avait déjà appelé à contrer le Front National, sort du silence et met en garde, cette fois-ci et sans le nommer, contre, je cite, le péril Jean-Luc Mélenchon. Maryse Burgot, Vincent Bouffartigue. Selon François Hollande, cette campagne sent mauvais. Dominée, dit-il, par Marine Le Pen à l'extrême droite et Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche. La percée dans les sondages de ce candidat le consterne. Alors le chef de l'État dénonce son populisme. Il y a un péril. Face aux falsifications, on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte. Réplique immédiate du camp Mélenchon. Alors que M. Hollande soit méprisant par rapport à ça, c'est son problème. Mais ça atteste une fois de plus une forme d'arrogance des puissants qui regardent le peuple et qui disent « Ah, quelle bande d'imbéciles, ils vont se réunir en quelque sorte autour uniquement d'un bonimenteur ». Non monsieur, c'est un peuple calme et discipliné qui sait ce qu'il fait. François Hollande n'exclut pas la possibilité d'un second tour qui opposerait Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Alors devant ces jeunes, il soutient Emmanuel Macron sans le nommer. Seul rempart selon lui face aux extrêmes. Et vous dites quoi à quelqu'un qui a voté pour vous en 2012 ? C'est quoi votre conseil? Parce qu'on parle quand même, vous venez du Parti Socialiste, il y a un candidat du PS. Je lui dis qu'il faut continuer.
Et qu'il y a des candidats qui sont, même s'ils sont différents, même s'ils disent qu'ils n'auraient pas forcément fait exactement ça, même s'ils pensent qu'ils peuvent faire davantage demain, il faut aller vers ceux qui sont plutôt dans la suite. L'histoire, elle ne s'arrête pas. Et donc il faut aller vers la marche du progrès. La marche du progrès, on n'est pas bien loin du slogan « En marche » d'Emmanuel Macron. Benoît Hamon n'est décidément pas dans le champ de vision de François Hollande. Et autre image, celle de François Fillon, aux côtés, lui, de Laurent Wauquiez, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Lors d'une visite de chantier à Rieux-la-Pape, le candidat de la droite a confirmé qu'il était favorable à ce qu'on appelle la clause Molière, qui vise, vous le savez, à imposer l'usage du français sur les chantiers pour décourager le recours aux travailleurs détachés, image tournée par Jean-Claude Martin. Et question ce soir, quelles connaissances les candidats ont-ils du monde du travail? Bonsoir Guillaume Daret. Bonsoir David. En clair, travaillent-ils ou ont-ils déjà travaillé? Alors, commençons par Marine Le Pen. Marine Le Pen est avocate. Voici une photo du jour de sa prestation de serment. 1992, elle plaide pendant 6 ans. En 1998, elle intègre le service juridique du Front National. Emmanuel Macron, lui, a travaillé 4 ans, 2008-2012, comme banquier d'affaires chez Rothschild. Sa formation, au départ, c'est l'ENA, à l'issue de laquelle il avait intégré l'inspection des finances. François Fillon, lui, a hésité à devenir journaliste. Il fait quelques stages à l'AFP. Finalement, il devient assistant parlementaire et député à 27 ans, en 1981, à l'époque, plus jeune député de France. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, il est professeur de français pendant quelques années, journaliste également, mais très vite, avant l'âge de 30 ans, il devient directeur de cabinet d'un maire de la région parisienne, puis sénateur en 1986, un monde politique qu'il ne quittera plus. Un autre candidat qui a fait quasiment que de la politique, c'est Benoît Hamon, militant, assistant parlementaire. Une seule exception, au début des années 2000, une escapade de 2 ans dans le secteur privé, dans un institut de sondage. Donc une connaissance, mais une connaissance limitée, en tout cas dans la durée. Qu'en est-il pour les autres candidats? Alors, Philippe Poutou, on sait qu'il travaille toujours actuellement dans le secteur privé, ouvrier et mécanicien dans une usine Ford de la région bordelaise, tout comme Nathalie Arthaud, qui est professeure d'économie-gestion dans un lycée de Seine-Saint-Denis. 3 autres candidats ont eux aussi un point commun. Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade, François Asselineau, ils sont tous les 3 énarques. Très vite, dans sa jeunesse, Nicolas Dupont-Aignan, il prend la direction de la politique. Et puis il y a Jean Lassalle. Dans les années 80, il fonde une société autour de l'environnement. Mais surtout, ses proches me l'ont confirmé, jusqu'à l'âge de 22 ans, Jean Lassalle est berger. Merci Guillaume. Et Philippe Poutou, on l'évoquait il y a quelques instants, bénéficie d'un sursaut de notoriété depuis qu'il a pris à partie François Fillon et Marine Le Pen lors du débat entre tous les candidats. Le porte-parole du NPA mise sur sa personnalité autant que sur son programme. Tiffaine de Tricorneau, Thomas Paga, Karine Andouche. Au milieu de la foule, Philippe Poutou ne passe plus inaperçu. Petit mot d'encouragement et séance photo. Le candidat du NPA savoure sa nouvelle notoriété. Est-ce que vous avez le sentiment que le regard des gens, en tout cas, peut-être change depuis une semaine? C'est clair qu'il s'est passé quelque chose au débat, attention. Pardon, ça fait bizarre, mais oui, il s'est passé quelque chose au débat, bien sûr. Là, on me reconnaît, il y a beaucoup de gens qui me remercient, qui sont contents. Là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Exprimer la colère de cette manière-là, voilà, ça fait écho, quoi. Aussi applaudi que lui dans ses meetings, le t-shirt qu'il portait lors du débat, devenu un symbole. On a plutôt tendance à dire que ce sont les politiciens qui sont des véritables clowns, toujours accoutrés de la même manière. Ils sont tous pareils d'ailleurs, tous le même costard quasiment, alors, pas la même marque sûrement et pas tout à fait le même prix, mais enfin quand même, tous la même chemise, tous la même façon de parler. Et justement, ça tranche ça. Et aussi, c'est important pour l'ensemble de la population de voir qu'il y a quelque chose qui est complètement différent, qui est complètement même en opposition. Et donc il y a une certaine fierté, il y a une certaine identité sociale qui s'affirme là aussi. Philippe Poutou, l'ouvrier, fait campagne auprès des siens, devant les usines ou auprès de ses employés lyonnais. Il dénonce la difficulté du combat syndical. Si c'est mise à pied, si c'est fin de contrat, du coup ça doit évidemment faire en sorte que les gens ils osent plus. Voilà. Dans son programme, des mesures radicales. 32 heures de travail par semaine, un SMIC à 1 700 € net par mois.
Nous, ce qu'on met en avant, c'est l'interdiction du licenciement, c'est des protections, de vraies protections pour l'ensemble des salariés, quoi. Donc c'est ça. Et puis après, sur la précarité, nous on est contre évidemment tous les temps partiels. Donc, mais ça va dire à la fois mettre des lois de protection réelle pour les salariés, de donner des nouveaux droits, mais en même temps on sait que c'est parce que c'est un rapport de force qu'il faut, c'est des batailles sociales, c'est des résistances. Donc c'est ce qu'ils essaient de faire. Mais c'est comment aujourd'hui on peut redonner confiance à l'ensemble des salariés. C'est le plus proche des ouvriers déjà, et puisque lui-même étant de la même classe que nous. Ça pourrait être un bon président. Ça pourrait faire bouger les choses pour les jeunes, pour les salariés. Il participe à l'élection mais ne veut pas être président. Il veut même supprimer cette fonction, mettre fin au capitalisme par la révolution. La solution n'est pas dans une alternance de la droite ultralibérale par une gauche ultralibérale. Il faut faire d'autres choix politiques que ceux qui sont faits aujourd'hui pour transformer la société, tout simplement. Cette société est insupportable. C'est-à-dire que les riches sont toujours plus riches, les pauvres sont toujours plus pauvres, le monde est en train d'exploser sous la crise écologique, et nous on veut changer ça. Une politique d'extrême gauche proche de la pensée trotskiste, des idées d'avenir selon ces jeunes. On pourra avoir le pouvoir pour nous et pas pour les riches, pas pour le patronat. On veut construire une autre société, une société où voilà, les gens sont plus soumis à des boulots de merde, où il n'y a plus de sexisme, plus de racisme. Objectif pour le NPA, faire mieux qu'en 2012. Philippe Poutou avait obtenu 1,15% des voix.